Bonjour les troisièmes, aujourd'hui nous allons travailler sur la mise en place de la Cinquième République. Comment elle se met en place, comment elle se renforce et quelles sont finalement les grandes étapes qui vont mener à la politique actuelle. Si vous vous souvenez bien de nos derniers cours, nous avions laissé, nous, la France dans une situation relativement périlleuse, avec la reconstruction qui a été mise en place et surtout avec le début des crises indépendantistes de nos colonies. Et la dernière d'entre elles, la crise est liée à la volonté d'indépendance en Algérie avec une guerre qui va être très coûteuse et qui va être assez traumatisante. Il faut imaginer que sous la Ve République, la situation est relativement compliquée. D'une part, vous avez une assemblée qui est à la proportionnelle, c'est-à-dire que chaque parti a des représentants à partir du moment où ils ont eu des votes, ce qui fait qu'il est pratiquement impossible, il est même impossible, d'avoir une majorité absolue. Ce qui fait que pour tout gouvernement, c'est très compliqué de pouvoir faire passer une mesure ou une loi. Même un certain nombre de gouvernements vont s'y refuser pour éviter finalement tout vote de défiance de la part de cette Assemblée. Au final, la présidence décide systématiquement de changer les gouvernements, mais rien n'y fait, on n'arrive pas à trouver de solution stable et viable pour financer la reconstruction de la France, le développement de la France et gérer les problèmes des crises indépendantistes. En Algérie, la situation va même empirer en mai 1958 avec le putsch d'Alger, qui va être une tentative finalement de déstabiliser le gouvernement et d'instaurer un gouvernement provisoire fort à Alger. La seule solution qui va être trouvée, c'est de rappeler le général de Gaulle aux affaires, qui reste extrêmement populaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle va négocier et va dire qu'il est d'accord pour reprendre les affaires, pour gérer le problème algérien, à condition qu'on le laisse mettre en place une nouvelle forme de république. Il a 6 mois, finalement, pour créer une nouvelle constitution et il va mettre son travail en action. Ça va se solder par un référendum et on va accepter de donner naissance à une 5e République. Cette 5e République, elle va être construite sur mesure selon les idéaux, selon les volontés du général de Gaulle. Première chose, le président est élu directement par la population et c'est lui qui va être chargé de nommer le Premier ministre. C'est lui aussi qui a un pouvoir extrêmement important, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, comme toutes les institutions, elle va se transformer. Notamment, les députés ne sont plus élus à la proportionnelle pour permettre finalement d'avoir des majorités pour pouvoir gouverner de façon relativement simple, pour pouvoir faire passer les décisions du président. Le président peut même, de toute façon, supplanter cette Assemblée nationale, puisqu'il a toujours la possibilité de demander directement l'avis au peuple au travers d'un référendum. Tout ça fait qu'on a un régime présidentiel fort qui va réduire le pouvoir de l'Assemblée, mais permettre à un homme fort de contrôler l'État, à une époque où finalement c'était en partie la demande. Le règne de De Gaulle va être relativement populaire, il a son aura liée à la Seconde Guerre mondiale, il va profiter aussi finalement de la prospérité économique qui suit la reconstruction, qui suit finalement ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, on en parlera un petit peu plus tard, et surtout c'est un personnage qui se veut relativement proche du peuple. Il intervient beaucoup dans les médias, il intervient beaucoup à la télé, avec des phrases relativement célèbres, comme le « je vous ai compris ». Il va aussi finalement encadrer assez étroitement justement ces médias, s'assurer qu'on va généralement présenter sa politique de manière positive, éviter finalement toute critique, c'est une forme de censure. Il y a une forme véritablement d'encadrement de la société pour s'assurer que tout se passe bien comme il veut. Sa grande politique, c'est de mettre en place une forme de grandeur de la France, qui va passer par différents points. Le premier point, il veut une reconnaissance internationale. Pour ce faire, il va essayer de se glisser petit à petit entre la politique des deux grands. Il ne va pas rejoindre les pays du tiers-monde, par contre, il veut être reconnu, ne pas être considéré comme un pion. Cette politique-là, vous l'avez sous la forme de la caricature qui est présentée actuellement. Si vous regardez bien, on voit dans un premier temps De Gaulle tout petit entre les deux grands, le président américain, le président soviétique, et on voit qu'il ne compte pour absolument rien, il essaie de se faire remarquer, mais ça ne marche pas. De Gaulle va donc miser, et ça se voit sur la partie centrale, sur une politique atomique. Il va développer finalement l'arme atomique en France, en faisant nos premiers tests dans le Sahara, plus tard ça se fera en Polynésie, et il va amorcer finalement la politique technologique française d'une indépendance par rapport à d'autres pays.
Cette politique, elle se retrouvera pour l'atomique, pour tout ce qui est lié à l'atomicité, c'est-à-dire les centrales, l'énergie atomique. La France est toujours un des leaders au niveau mondial à ce niveau-là. C'est plus tard aussi ce qui amènera à cette volonté d'être un petit peu indépendant. Nous, on n'a pas eu Internet, initialement on a eu le Minitel. Parce qu'on a toujours, finalement, depuis le général de Gaulle, voulu être un petit peu à part. Au final, sur la troisième image, le fait d'être la troisième puissance à posséder l'arme atomique au monde fait qu'on a commencé à véritablement réaliser le poids de la France, ou le poids que la France voulait se donner. Maintenant qu'on a vu ça, autre élément lié à cette volonté d'être plus important, le général de Gaulle va aussi prendre ses distances par rapport à Washington. Il ne veut plus être considéré comme un pion, je vous en parlais tout à l'heure. Alors il ne va pas se rapprocher de Moscou, c'est pas son intérêt, c'est pas du tout la même politique. Par contre, il va décider que petit à petit, il va prendre une forme de retrait au sein de l'OTAN. Il va aussi décider de fermer une grande partie des bases d'aviation américaines sur le sol français, pour éviter finalement qu'il y ait une ingérence américaine directement dans ce qu'on appellerait la souveraineté nationale. Toujours dans le cadre de la politique internationale, le général de Gaulle va très largement s'impliquer dans une politique de construction européenne. Il va contribuer à renforcer les institutions, il va continuer à se rapprocher de l'Allemagne, et il va aider à intégrer de nouveaux territoires, de nouveaux pays. Par contre, il y en a un pour lequel il va systématiquement s'opposer à l'adhésion, c'est le Royaume-Uni. Et jusqu'à la fin, finalement, du mandat du général de Gaulle, le Royaume-Uni sera refusé dans cette CEE. Le général de Gaulle souhaite aussi renforcer économiquement le pays par de nouvelles recherches, par de nouvelles technologies. Il va beaucoup, je vous ai dit tout à l'heure, travailler grâce à cette idée qu'avec les 30 Glorieuses, l'industrie se porte très bien. On va arriver finalement à se développer assez facilement. On va aussi finalement miser sur des accords avec nos colonies qui deviennent petit à petit d'anciennes colonies. C'est-à-dire qu'on va créer cette France-Afrique, l'idée qu'on vous donne votre indépendance, par contre, vous négociez des contrats économiques, industriels, financiers avec nous. C'est la naissance, par exemple, du franc CFA. Cette politique fonctionne relativement bien, puisque la population fait relativement confiance au général de Gaulle. On a tendance à oublier un petit peu ce côté vieille France, un peu conservatrice, le côté aussi finalement de contrôle étatique très fort, et la population est assez confiante. L'ère économique est rayonnante, le baby-boom est avantageux, on en reparlera un petit peu plus tard, les gens lui font confiance. Si vous voulez avoir un petit peu des images qui correspondent à cette époque, pour voir finalement comment ressemblait la France des années 1958 jusqu'à 1968, je vous conseille un certain nombre de séries. Alors pas forcément pour la série en tant que telle, même si elles sont souvent assez bonnes, mais au moins pour comment se présente le pays, le paysage à cette époque. Alors pour les séries, je vous conseillerais la série Speakerine, qui présente le milieu audiovisuel, qui parle aussi un petit peu du terrorisme lié à la guerre algérienne. Je peux vous conseiller aussi Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui vous montre d'une façon un petit peu décalée comment s'organisait la vie quotidienne et surtout une ancienne bourgeoisie au sein de cette période. Et dans les films, là vous n'avez pas trop galéré, il suffit de regarder à peu près tous les ans, il suffit de regarder la série des Fantomas, il suffit de regarder Les Gendarmes, Gendarmes à Saint-Tropez, etc. Ou même OSS 117, les différents films, qui vous montrent de façon, alors certes humoristique, mais un petit peu comment on était très optimiste à cette époque sur la façon de vivre. Malgré tout, à partir de mai 68, c'est une grosse claque pour le général de Gaulle, puisqu'on va commencer à voir apparaître un certain nombre de difficultés, un certain nombre de critiques face au régime. En mai 68, les étudiants, les ouvriers vont commencer à critiquer le côté très austère, très monolithique du régime gaullien, et on aspire à autre chose. Les événements de mai 68, les émeutes, les oppositions fortes au régime, vont se solder par le départ du général de Gaulle en Allemagne pour se mettre en sécurité. Là encore, il tente de revenir en politique en essayant d'arrondir un petit peu les angles. Cette crise va être extrêmement forte, extrêmement violente, on en parle encore très régulièrement, d'autant plus qu'il y a encore des acteurs de cette époque qui sont des agents politiques à notre époque, qui sont encore des hommes politiques. Et à partir de là, le général de Gaulle va avoir beaucoup plus de mal à diriger le pays. Sa dernière grande crise va avoir lieu un an plus tard, en 69. Il décide de proposer un référendum pour mettre en place une politique de région,
qui va lui être refusé, non pas parce que les Français s'opposent à la création de régions et au droit à une politique plus forte de ces régions, mais tout simplement parce qu'ils veulent autre chose que le général de Gaulle. Celui-ci démissionne en avril 69 et il va être remplacé lors des élections suivantes par Georges Pompidou. Alors, en théorie, ce n'est pas une grande différence, ça a été son premier ministre, simplement c'est déjà la volonté d'avoir un changement. Pompidou, de façon beaucoup plus feutrée, beaucoup plus calme, va continuer la politique du général de Gaulle et il va assurer la stabilité de cette Ve République. Il n'arrivera pas à mener son septennat jusqu'au bout, puisqu'il va mourir, et il va être remplacé par Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, c'est une grande différence dans la politique à cette époque. C'est un homme qui n'est pas du parti présidentiel, il est du centre droit, première chose. Donc ça veut dire qu'on va être un petit peu plus mouvant sur les politiques à venir. Et surtout, ça a été à ce moment-là le plus jeune président de la Ve République, et même l'un des plus jeunes présidents de la présidentielle française depuis très longtemps. Donc, comme on le voit comme un président jeune, on lui fait relativement confiance. Il va essayer de mettre en place un certain nombre de changements au niveau de la politique française, on y reviendra, notamment sur le droit des femmes qui va être renforcé à cette époque-là. Par contre, ce qui va être très compliqué pour lui, outre une image parfois un petit peu rigide, qui va lui être accolée assez rapidement, il va y avoir cette idée que c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est le début des 20 Piteuses, il va connaître le choc pétrolier, et la crise économique va être extrêmement délétère pour la politique française. Et il va difficilement arriver à remonter la barre, ce qui fait que les Français ont envie d'autre chose. Si on réfléchit bien, finalement, tout le début de cette Ve République, de 1958 jusqu'en 1981, elle a été menée par la droite. Et les Français, pour les élections de 1981, alors qu'on pensait que Giscard d'Estaing allait probablement être réélu, c'est une énorme surprise, puisque François Mitterrand va être élu président de la République française. C'est la volonté d'une alternance politique, donc on change totalement de bord politique. C'est la première fois sous cette Ve République qu'un président de gauche va prendre le pouvoir. Ça va être un énorme capharnaüm. On imagine que c'est le grand soir, cette volonté d'une révolution manipulée par Moscou, ce qui n'est absolument pas le cas. François Mitterrand, il s'était déjà présenté plusieurs fois au présidentiel, il s'était systématiquement fait battre, et là, par contre, il va non seulement devenir président, mais obtenir une très confortable avance pour sa majorité. Ce qui va lui permettre finalement d'obtenir à peu près tout ce qu'il veut pour la mise en place d'une nouvelle politique. Il va profiter aussi de la confiance populaire, notamment, finalement, c'est le moment où l'une des mesures phares qui va être mise en place pratiquement immédiatement, c'est la fin de la peine de mort. Tout ceci montre que les Français sont prêts à changer finalement leur paradigme, l'image qu'ils peuvent avoir finalement de quelle politique on peut mener, ils sont prêts à sortir de leur confort pour sortir de la crise économique. Ce gouvernement de gauche ou ces gouvernements de gauche ne vont pas forcément arriver à sortir d'une crise qui, comme très souvent pour la France, est moins forte que dans d'autres pays, mais beaucoup plus longue. Malgré tout, François Mitterrand sera élu pour 2 septennats. C'est sous la Ve République le président qui a eu, finalement, la durée de mandat la plus longue. Excusez-moi. Les institutions vont par contre montrer leur solidité pendant cette période. Le pouvoir exécutif est très fort, les institutions de l'Assemblée ou de l'État fonctionnent relativement bien, et il va falloir s'adapter malgré les difficultés, que ce soit le chômage, que ce soit la crise économique, ou tout bêtement on est encore en pleine guerre froide. La politique, elle doit s'adapter à la société, c'est pas l'inverse, elle doit finalement se remodeler, se transformer si elle veut pouvoir survivre. Jusqu'en 1986, c'est-à-dire pratiquement sur la fin du premier mandat de François Mitterrand, on a cette grande continuité de un président fort qui dirige relativement facilement l'État. Simplement, en 1986, lors des élections législatives, patatras, tout va changer, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine partie. Je vous remercie de votre attention et à très vite.